Je m'appelle Johan, et à 66 ans, je pensais avoir vu toutes les formes de trahison que la vie pouvait offrir. J'avais tort. La trahison qui allait me blesser le plus profondément m'attendait encore, déguisée en invitation à dîner de mon propre fils. L'appel téléphonique est arrivé un mardi matin fin octobre. J'étais assise dans ma petite cuisine, sirotant ma deuxième tasse de café et essayant d'étirer mon budget mensuel pour couvrir la facture de chauffage, lorsque le nom de Curtis est apparu sur l'écran de mon téléphone. Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 mois. Pas depuis notre dernière dispute au sujet de sa femme, Rebecca. Maman. Sa voix était différente, plus douce, presque comme celle du garçon que je connaissais avant qu'il n'épouse l'argent et n'oublie d'où il venait. Curtis. J'ai posé ma tasse de café, mon cœur battant déjà la chamade. Mon fils n'appelait que s'il avait besoin de quelque chose, et c'était ainsi depuis 2 ans. Je me disais qu'on pourrait peut-être dîner ensemble ce week-end. Rebecca et moi aimerions vous recevoir. Les mots sont sortis de manière répétée, comme s'il les avait pratiqués. Samedi soir, 19h. Rien de spécial, juste un moment en famille. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine le chêne où Curtis grimpait quand il était petit. Les feuilles devenaient dorées, tout comme le jour où son père était mort il y a 5 ans. Pourquoi maintenant, Curtis? Faut-il une raison? Tu es ma mère. Rebecca pense qu'on devrait essayer d'arranger les choses entre nous. Rebecca pense. Tout dans la vie de Curtis se résumait maintenant à ce que Rebecca pensait. La femme qui avait fait irruption dans nos vies il y a 2 ans avec ses vêtements de créateur et son sourire parfait, effaçant lentement toute trace de la famille que Curtis chérissait autrefois. J'y réfléchirai, ai-je dit, même si je savais déjà que j'irais. Malgré tout, malgré les regards froids et les dîners de fête annulés, Curtis était toujours mon petit garçon. Celui que j'avais élevé seul après le départ de son père quand Curtis avait 8 ans. Celui pour qui j'avais cumulé 3 emplois pour le mettre à l'université. Super. Je t'enverrai l'adresse par texto. L'adresse? Comme si je ne savais pas où vivait mon propre fils. Mais encore une fois, peut-être que non. Le Curtis que je connaissais vivait dans un modeste appartement en centre-ville. Ce Curtis vivait dans une maison tentaculaire à Millfield Estate, le genre de quartier où les allées étaient plus longues que ma rue entière. Samedi est arrivé plus vite que je ne le voulais. J'ai passé 1 heure à essayer de décider quoi porter. J'ai finalement opté pour ma robe bleu marine, celle que j'avais achetée pour le mariage de Curtis. C'était la plus belle chose que je possédais et qui m'allait encore correctement. Je ne pouvais pas me permettre de nouveaux vêtements. Pas depuis que mon revenu fixe devait s'étirer pour couvrir tout ce que l'argent de l'assurance de mon défunt mari ne pouvait pas couvrir. Le trajet jusqu'à Millfield Estate ressemblait à un passage dans un autre monde. Des pelouses manucurées s'étendaient comme des tapis verts, et chaque maison semblait sortie d'un magazine. J'ai trouvé l'adresse de Curtis et je suis resté assise dans ma voiture quelques minutes, rassemblant un courage que je ne savais pas que j'avais besoin pour rendre visite à mon propre enfant. La maison était encore plus imposante de près. 2 étages de pierre pâle et de bois sombre avec des fenêtres qui brillaient comme des miroirs. J'ai sonné à la porte, écoutant les carillons élaborés résonner à l'intérieur. Rebecca a répondu, magnifique comme toujours dans un pull couleur crème qui coûtait probablement plus cher que mon budget mensuel d'épicerie. Son sourire était parfait, étudié et complètement vide. Johan, si heureuse que tu aies pu venir. Elle m'a fait la bise, laissant derrière elle un nuage de parfum cher. Curtis est dans la cuisine en train de finir le dîner. Tu es très belle. La pose avant, belle, en disait long. Je l'ai suivie à travers des pièces qui ressemblaient à une salle d'exposition de meubles. Tout en beige et blanc. Pas une seule photo personnelle ou une touche de vie. Tout était beau et froid. Curtis est apparu de ce que je supposais être la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Il avait l'air bien, un peu mince peut-être, et il y avait quelque chose de fatigué autour de ses yeux qui n'était pas là avant son mariage. Maman. Il m'a serré dans ses bras, mais c'était bref, distant, comme serrer dans ses bras un étranger poli. Merci de m'avoir invité, ai-je dit, le pensant malgré tout. Laisse-moi prendre ton manteau, a dit Rebecca, l'atteignant déjà. Curtis, pourquoi ne prends-tu pas quelque chose à boire à ta mère? Qu'est-ce que tu aimerais, Johan? Du vin. On a un délicieux Pinot Grigio. De l'eau, ça ira, merci. J'avais appris à être prudente avec l'alcool autour de Rebecca. Elle avait une façon de déformer les mots,
et je voulais garder l'esprit clair. Rebecca m'a conduite à leur salle à manger où la table était dressée pour 3 avec de la porcelaine qui semblait coûter plus cher que ma voiture. Le centre de table était un arrangement élaboré de fleurs blanches qui ne semblaient avoir aucun parfum. Beau mais sans vie, comme tout le reste dans cette maison. Le dîner sera prêt dans quelques minutes, a appelé Curtis de la cuisine. Pourquoi ne vous installez-vous pas confortablement? Rebecca s'est assise en face de moi avec un verre de vin, ses yeux verts m'étudiant comme si j'étais un spécimen sous un microscope. Comment vas-tu, Johan? Curtis s'inquiète pour toi, tu sais, de vivre seul à ton âge, de tout gérer seul. Les mots étaient assez gentils, mais il y avait quelque chose en dessous qui me faisait frissonner. Une suggestion, une allusion. Je me débrouille très bien, ai-je dit prudemment. Bien sûr que tu le fais. Mais Curtis et moi en avons parlé. Il se sent très mal de la distance qui s'est installée entre vous deux. La famille devrait rester soudée, tu ne penses pas? Avant que je puisse répondre, une femme que je n'avais jamais vue est entrée dans la salle à manger. Elle était d'âge moyen, hispanique, portait une simple robe noire et tenait une bouteille de vin. Maria, a dit Rebecca sans la regarder. Timing parfait. S'il te plaît, sers du vin à Madame Henderson. En fait, j'ai demandé de l'eau, ai-je dit en regardant Maria. Les yeux sombres de Maria ont rencontré les miens une seconde, et j'y ai vu quelque chose qui m'a fait me redresser. De la peur, un avertissement. Quelque chose n'allait pas, bien sûr, a dit doucement Maria. Je vais vous chercher de l'eau tout de suite. Elle s'est déplacée pour verser du vin à Rebecca, passant derrière ma chaise. Alors qu'elle se penchait pour remplir le verre de Rebecca, j'ai senti quelque chose se presser dans ma main. Une serviette. J'ai baissé les yeux aussi nonchalamment que possible. Écrit à la hâte sur la serviette en tissu, il y avait 4 mots qui m'ont glacé le sang. Ne buvez pas, partez maintenant. Mon cœur a commencé à battre la chamade. J'ai levé les yeux vers Maria, mais elle s'était éloignée, son visage soigneusement neutre. Rebecca sirotait son vin, parlant de quelque chose que je ne pouvais pas entendre par-dessus le bruit dans mes oreilles. En fait, me suis-je entendu dire, en me levant si rapidement que ma chaise a raclé le sol. Je ne me sens pas très bien. Je pense que je devrais rentrer chez moi. Rebecca a froncé les sourcils. Oh non, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pressé ma main contre mon estomac, la serviette cachée dans ma paume. Juste un petit mal de ventre. Probablement quelque chose que j'ai mangé plus tôt. Je devrais vraiment y aller. Mais, maman. Curtis est apparu sur le seuil, l'air vraiment inquiet. Le dîner est presque prêt. Tu es sûr que tu ne peux pas rester? L'inquiétude dans sa voix a failli me briser. C'était mon fils, le garçon que j'avais élevé, aimé et pour qui j'avais tout sacrifié. Mais l'avertissement de Maria me brûlait la main comme un charbon ardent. Je suis désolé, ai-je réussi à dire. Partie remise. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée avant que l'un d'eux ne puisse protester davantage. Rebecca me suivait avec des protestations sur le fait qu'elle était désolée que je ne me sente pas bien. Laisse-moi prendre ton manteau, a-t-elle dit. Mais je l'atteignais déjà moi-même. Je peux me débrouiller. Merci pour le dîner. Curtis, je t'appellerai demain. J'ai pratiquement couru jusqu'à ma voiture, mes mains tremblant alors que je cherchais les clés. En sortant de l'allée, je pouvais voir Curtis et Rebecca debout sur leur seuil, me regardant partir. J'ai conduit 3 pâtés de maison avant de m'arrêter sur le parking d'une épicerie. Tout mon corps tremblait. J'ai déplié la serviette de Maria et j'ai relu les mots. Ne buvez pas, partez maintenant. Qui avait-il dans ce vin? Que avait-il prévu pour moi? Je suis resté assise dans ma voiture alors que le soleil se couchait, fixant ces 4 mots et réalisant que le fils que j'avais aimé et en qui j'avais confiance de tout mon cœur avait prévu quelque chose de terrible pour moi. Et je n'avais aucune idée de pourquoi, mais j'allais le découvrir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage effrayé de Maria et je sentais cette serviette se presser dans ma paume. À 6 heures du matin, j'étais habillée et assise dans ma voiture devant le quartier de Curtis, attendant. Je savais que Rebecca partait pour son cours de yoga tous les dimanches à 8h30. Curtis l'avait mentionné une fois, à l'époque où il partageait encore les détails de sa vie avec moi. J'ai observé leur maison de l'autre côté de la rue, cachée derrière un camion de livraison, jusqu'à ce que je voie sa BMW argentée sortir de l'allée. 10 minutes plus tard, j'étais à leur porte d'entrée. Maria a répondu,
toujours en pyjama et en robe de chambre fine. Quand elle m'a vu, son visage est devenu blanc. « Madame Henderson, vous ne devriez pas être ici », a-t-elle chuchoté en jetant un regard nerveux par-dessus son épaule. « S'il vous plaît », ai-je dit. « J'ai besoin de savoir de quoi vous m'avez sauvé hier soir. » Elle a hésité, puis a ouvert plus grand la porte. « Entrez vite. Madame Rebecca sera de retour dans 1 heure. » Je l'ai suivie dans la cuisine où les restes du dîner de la veille étaient encore sur des assiettes chères. Maria se déplaçait rapidement, débarrassant la table tout en jetant des regards anxieux vers les fenêtres. « Pourquoi m'avez-vous prévenu ?» ai-je demandé. Maria a cessé de bouger et m'a regardé avec des yeux pleins de douleur. « Parce que j'ai déjà vu ça avec la grand-mère de Madame Rebecca. » Mon estomac s'est noué. « Que voulez-vous dire ? » « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Maria a désigné un tabouret de cuisine. « Madame Rebecca, elle n'est pas qui vous pensez qu'elle est. » Je me suis assise, mes jambes soudainement faibles. « Dites-moi. » L'anglais de Maria était prudent, accentué mais clair. « J'ai travaillé pour la famille de Madame Rebecca avant qu'elle n'épouse votre fils. Sa grand-mère, Madame Patricia Whitmore, une femme très gentille, très riche. Madame Rebecca, elle venait toujours lui rendre visite, toujours si douce. » Elle a fait une pause, se tordant les mains. Mais ensuite, Madame Patricia a commencé à être confuse, à oublier des choses. Madame Rebecca a dit qu'elle avait besoin d'aide. Quelqu'un pour gérer son argent, ses décisions. Madame Patricia a signé des papiers. Quel genre de papiers? Une procuration, tout ça. Madame Rebecca pouvait tout faire. Vendre la maison, déplacer de l'argent, prendre des décisions sur les soins de Madame Patricia. J'ai senti un froid se répandre dans ma poitrine. Qu'est-il arrivé à sa grand-mère? 6 mois plus tard, Madame Patricia était dans une maison de retraite. Une mauvaise. Madame Rebecca a vendu sa maison, a pris tout son argent. Madame Patricia y est morte, seule et confuse, demandant une famille qui n'est jamais venue. La cuisine m'a soudain semblé trop petite. Combien d'argent? 800 000 $, peut-être plus. La maison valait 300 000 $. Disparu. Tout. J'ai agrippé le bord du comptoir. Et vous pensez que Rebecca prévoyait de me faire ça? Maria a hoché la tête, des larmes commençant à se former dans ses yeux sombres. Le vin hier soir. Il contenait des pilules pour vous endormir, vous rendre confuse. Puis les papiers. Quels papiers? Maria a disparu un instant et est revenue avec un dossier manille. Ses mains tremblaient alors qu'elle l'ouvrait. J'ai trouvé ça dans le bureau de Monsieur Curtis hier. Je faisais la poussière et ils étaient sur son bureau. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques avec mon nom imprimé en haut. Procuration, directive médicale, quelque chose appelé « demande de tutelle ». Ma ligne de signature était vierge, mais tout le reste était rempli d'une écriture nette et professionnelle. Ils allaient me droguer, ai-je dit, les mots semblant étrangers dans ma bouche. Me faire signer ça alors que j'étais diminué. Oui. Et puis. Maria a sorti un autre document, une brochure pour la maison de retraite Sunset Manor. Je connaissais l'endroit. C'était dans le mauvais quartier de la ville, le genre de maison de retraite où les gens allaient mourir tranquillement et être oubliés. Madame Rebecca a déjà pris rendez-vous pour vous. Mardi matin. Elle leur a dit que vous aviez la démence, que vous ne pouviez pas vivre seul en toute sécurité. J'ai fixé la brochure, le bâtiment a l'air triste et les visages souriants génériques des résidents âgés. C'est là qu'il prévoyait de me mettre, où je passerais les années qu'il me restait. Pendant que Rebecca et Curtis dépensaient l'argent de mon assurance vie, vendaient ma maison, vivaient de l'héritage que mon mari m'avait laissé. Depuis combien de temps prévoyait-il ça? Depuis que Madame Rebecca a découvert votre argent, a dit doucement Maria. Elle a posé beaucoup de questions sur vos finances, votre maison. Elle pense que je ne comprends pas, mais j'entends tout. Curtis est au courant de ça. Le visage de Maria s'est décomposé. Monsieur Curtis, ce n'est pas un mauvais homme. Mais Madame Rebecca, elle est très douée pour faire croire aux gens ce qu'elle veut qu'ils croient. Elle lui a dit que vous deveniez oublieuse, que vous ne pouviez pas vous débrouiller seule. Elle lui a montré des factures que vous aviez oublié de payer. Je n'ai jamais oublié de payer une facture. Je sais. Elle intercepte parfois votre courrier, prend des factures, vous fait paraître irresponsable.
Puis elle a aidé Monsieur Curtis à les payer de son compte. La trahison m'a frappé par vagues. Non seulement la cruauté calculée de Rebecca, mais la volonté de Curtis de croire que j'échouais, que je m'effondrais, que je devenais un fardeau qui devait être géré plutôt qu'une mère qui méritait le respect. Il y a plus, a dit doucement Maria. Je n'étais pas sûr de pouvoir en supporter plus, mais j'ai hoché la tête. Madame Rebecca, elle a déjà un acheteur pour votre maison, son ami du cours de yoga. Elle prévoit de la vendre pour 650 000 $, même si elle vaut plus. Vente rapide, pas de frais d'agence. Ma maison. La maison où j'avais élevé Curtis, où son père et moi avions été heureux avant que tout ne s'effondre, où chaque pièce contenait des souvenirs d'une famille qui ne signifiait apparemment plus rien pour mon fils. Pourquoi me dites-vous ça, ai-je demandé. Pourquoi risquez-vous votre emploi pour m'aider? Maria s'est essuyé les yeux avec un torchon. À cause de Madame Patricia. Elle était gentille avec moi, comme une grand-mère que je n'ai jamais eue. J'ai vu Madame Rebecca lui prendre tout. L'ai vue mourir seule et effrayée. Je n'ai pas pu l'arrêter alors parce que j'étais jeune, j'avais peur, j'avais besoin de mon travail. Elle a redressé les épaules. Mais je ne suis plus jeune et je ne peux pas regarder ça se reproduire. Nous sommes restés assis en silence un moment, le poids de la conspiration s'installant autour de nous comme une lourde couverture. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ai-je demandé. Vous devez être très prudente, a dit Maria. Madame Rebecca, elle est intelligente. Si elle sait que je vous ai parlé, elle trouvera un autre moyen. Peut-être un moyen pire. J'ai besoin de preuves. Quelque chose qui montrera à Curtis qui elle est vraiment. Maria a hoché la tête. Je peux aider, mais nous devons être prudentes. Madame Rebecca, elle surveille tout. Tout le monde. Le bruit d'une voiture dans l'allée nous a toutes les deux fait sursauter. Maria a couru à la fenêtre et a regardé dehors. Elle est de retour tôt. Vous devez sortir par la porte de derrière, par le jardin. Je me suis levé, mes jambes encore tremblantes. Maria, pourquoi n'avez-vous pas prévenu Madame Patricia? J'ai essayé, mais personne n'a cru l'employer plutôt que la famille. Elle m'a fait un sourire triste. Peut-être que cette fois, ce sera différent. Je suis sorti par la porte de derrière alors que j'entendais la clé de Rebecca tourner dans la serrure avant. En traversant leur jardin parfaitement entretenu, je pouvais entendre sa voix appeler Maria, sèche et exigeante. En retournant à ma voiture, garée à 3 pâtés de maison, je me suis senti comme une personne différente de celle qui avait conduit ici 1 heure plus tôt. La mère qui avait passé 2 ans à se demander pourquoi son fils était devenu si froid, si distant. La femme qui s'était blâmée pour le fossé grandissant dans leur relation. Maintenant, je savais que ce n'était pas de ma faute. Ce n'était même pas vraiment la faute de Curtis. C'était Rebecca, et elle avait déjà fait ça avant. Mais cette fois, elle avait choisi la mauvaise victime. Cette fois, quelqu'un allait se défendre. J'ai passé le lundi matin assise dans ma voiture devant Sunset Manor, fixant le bâtiment qui était censé devenir ma prison. La brochure que Maria m'avait montrée n'avait pas menti. C'était tout aussi déprimant que sur les photos glacées. De la peinture qui s'écaille sur les cadres des fenêtres, un parking plein de nids de poules, et l'odeur de désinfectant industriel qui semblait s'infiltrer à travers les murs mêmes. Selon Maria, Rebecca m'avait fixé un rendez-vous ici demain matin à 10 heures. Un rendez-vous d'évaluation dont je ne savais rien pour une condition que je n'avais pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le numéro principal. Sunset Manor, Jennifer à l'appareil. Bonjour, je suis Joan Henderson. Je crois que ma belle-fille, Rebecca Henderson, m'a fixé un rendez-vous pour demain. Oh, oui, Madame Henderson. Laissez-moi consulter votre dossier. J'ai entendu taper en arrière-plan. Le voici. 10 heures demain matin pour l'évaluation d'admission. Votre belle-fille nous a fourni vos antécédents médicaux et nous a expliqué votre situation. Nous sommes vraiment désolés d'apprendre votre récent déclin. Mon récent déclin. Que vous a-t-elle dit exactement sur mon état? Eh bien, selon Madame Rebecca Henderson, vous avez connu une perte de mémoire importante, de la confusion, quelques épisodes d'errance. Elle a mentionné que vous oubliez de prendre vos médicaments et qu'il y a eu un incident la semaine dernière où vous avez laissé la cuisinière allumée toute la nuit. J'ai serré le téléphone plus fort. Rien de tout cela n'était vrai. Pas un seul mot. Elle a également mentionné que vous êtes devenue assez agressive lorsque les membres de votre famille essaient de vous aider,
ce qui est très courant chez les patients atteints de démence. Elle s'inquiète pour votre sécurité en vivant seule. Je vois. Et à qui a-t-elle parlé là-bas? Ce serait notre coordinatrice des admissions, Madame Patterson. Elle s'occupe de toutes les évaluations de nos nouveaux résidents. Merci. Je vous verrai demain. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterais. Rebecca avait brossé un tableau complet de moi comme une femme défaillante et dangereuse qui devait être internée pour la sécurité de tous. Et ils avaient cru chaque mot. Mais j'avais besoin de plus que le témoignage de Maria et de ma propre indignation. J'avais besoin de preuves qui convaincraient Curtis, qui avait apparemment déjà été conditionné à croire que je perdais la tête. Je suis allé à la bibliothèque publique et j'ai passé 2 heures à apprendre tout ce que je pouvais sur Rebecca Whitmore avant qu'elle ne devienne Rebecca Henderson. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Patricia Whitmore, la grand-mère de Rebecca, était en effet décédée à Sunset Manor il y a 3 ans. Mais la nécrologie racontait une histoire très différente de celle que Rebecca avait vendue. Patricia était une professeure à la retraite, vive d'esprit, selon d'anciens collègues que j'ai trouvés cités dans le bulletin de l'université. Elle travaillait sur ses mémoires juste avant d'être admise à la maison de retraite. Il y avait d'autres détails aussi. La maison de Patricia s'était vendue bien en dessous de la valeur marchande à quelque chose appelé Whitmore Family Trust, une fiducie entièrement contrôlée par Rebecca. La vente avait eu lieu seulement 6 mois avant la mort de Patricia, à peu près au même moment où les voisins de Patricia ont signalé la voir devenir de plus en plus renfermée et confuse. J'ai fait des copies de tout ce que j'ai trouvé et je suis rentré à la maison avec un dossier plein de documentation, mais je savais que ce ne serait toujours pas suffisant. Rebecca était prudente, intelligente. Elle laissait des traces écrites qui semblaient légitimes en surface. Mon téléphone a sonné alors que je me garais dans mon allée. Curtis. Maman, comment te sens-tu? Rebecca a dit que tu ne te sentais pas bien quand tu es partie hier soir. L'inquiétude dans sa voix m'a presque brisé le cœur. C'était mon fils, le garçon qui m'apportait des pissenlits et les déclarait les plus belles fleurs du monde. Comment Rebecca l'avait-elle convaincu que sa propre mère s'effondrait? Je vais bien, mon cœur. Juste une petite gastro. C'est bien. Écoute, Rebecca voulait que je te demande quelque chose. Elle s'inquiète de te voir vivre seule, et on se demandait si ce n'était pas le moment de commencer à penser à, eh bien, peut-être une sorte de situation de vie assistée. Voilà, le piège. Curtis, je n'ai que 66 ans. Je suis parfaitement capable de vivre seul. Je sais. Je sais. Mais maman, tu as oublié des choses. Le mois dernier, tu m'as appelé 3 fois pour me demander si je venais dîner, et on n'avait rien prévu. Et Rebecca a dit que quand elle est passée la semaine dernière, tu ne te souvenais pas de son nom. Je ne l'avais jamais appelé pour le dîner. Rebecca ne m'avait jamais rendu visite la semaine dernière. Chaque mot était un mensonge. Mais Curtis croyait tout. Quand est-ce que je t'aurais appelé pour le dîner? Le 15 octobre. Tu semblais vraiment confuse quand je t'ai dit qu'on n'avait rien de prévu. J'ai attrapé mon calendrier sur le comptoir de la cuisine et j'ai tourné jusqu'en octobre. Le 15 était un mardi. J'avais été au centre pour personnes âgées toute la journée, faisant du bénévolat à leur vente de livres. 12 autres personnes pouvaient témoigner que j'y étais de 9h du matin à 18h. Curtis, j'étais bénévole au centre pour personnes âgées toute cette journée. J'ai des témoins. Silence à l'autre bout du fil. Peut-être que je me suis trompé de date, a-t-il finalement dit. Mais je pouvais entendre l'incertitude s'insinuer dans sa voix. Et Rebecca ne m'a jamais rendu visite la semaine dernière, ni aucune semaine d'ailleurs. Maman, ce n'est pas. Elle a dit que tu semblais confuse quand elle est passée. C'est exactement le genre de choses qui nous inquiète. Curtis, écoute-moi très attentivement. Rebecca n'a jamais été à mon appartement. Pas une seule fois en 2 ans de mariage. Si elle t'a dit qu'elle m'a rendu visite, elle t'a menti. Pourquoi mentirait-elle sur quelque chose comme ça? J'ai pris une grande inspiration. C'était ça. Le moment où soit je sauvais mon fils de la manipulation de sa femme, soit je le perdais pour toujours. Parce qu'elle prévoit de me faire interner dans une maison de retraite et de prendre le contrôle de mes finances, tout comme elle l'a fait avec sa grand-mère. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Maman, c'est une accusation grave. C'est une situation grave. Curtis, j'ai besoin que tu viennes à mon appartement, seul.
Il y a des choses que je dois te montrer. Je ne peux pas simplement quitter le travail en plein milieu de la journée parce que tu fais des accusations folles sur ma femme. Alors viens ce soir, après que Rebecca soit allée à son club de lecture. Rebecca n'avait pas de club de lecture, mais Curtis ne le savait pas. Comment sais-tu pour son club de lecture? Coup de chance. Viendras-tu? Une autre longue pause. D'accord, mais maman, si ce n'est que de la paranoïa ou de la confusion. Ce n'est pas le cas. Et Curtis, ne dis pas à Rebecca que tu viens me voir. Pourquoi pas? Parce que si j'ai raison sur ce qu'elle prépare, alors elle est dangereuse. Et si j'ai tort, alors ça n'aura de toute façon pas d'importance. J'ai passé le reste de la journée à me préparer. J'ai disposé chaque pièce de documentation que j'avais rassemblée. La brochure de la maison de retraite, les documents de procuration que Maria avait photographiés, les recherches sur Patricia Whitmore, mon calendrier montrant que je n'aurais pas pu passer ces appels dont Curtis se souvenait. À 19h30, j'ai entendu sa voiture dans le parking. Mes mains tremblaient en le laissant entrer. Curtis avait l'air fatigué, plus âgé que ses 38 ans. Le mariage avec Rebecca l'usait d'une manière que je ne pense pas qu'il réalisait même. D'accord, maman. Je suis là. De quoi s'agit-il? J'ai désigné ma table de salle à manger où j'avais tout étalé comme un procureur se préparant pour un procès. Assieds-toi, mon cœur. On doit parler. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai expliqué à Curtis tout ce que Maria m'avait dit, chaque document que j'avais trouvé, chaque mensonge que Rebecca lui avait raconté sur mon prétendu déclin. J'ai vu son visage changer à mesure que les preuves s'accumulaient. Ça ne peut pas être vrai, a-t-il finalement dit, tenant les documents de procuration avec mon nom dessus. Ils doivent être faux. Appelle le cabinet d'avocats indiqué en haut. Demande si Rebecca Henderson a été en contact avec eux au sujet d'une procédure de tutelle pour moi. Il a fixé les documents pendant un long moment, puis a sorti son téléphone. Le cabinet d'avocats a répondu, même s'il était après 20 heures. Oui, je suis Curtis Henderson. J'appelle au sujet de documents de tutelle en préparation pour ma mère, Joan Henderson. Oui, je patiente. J'ai regardé le visage de mon fils s'effondrer alors qu'il écoutait ce qu'il lui disait. Je vois. Et quand cette consultation a-t-elle été programmée? Demain matin. Je comprends. Merci. Il a raccroché et m'a regardé avec des yeux pleins de douleur et de confusion. Elle les a rencontrés jeudi dernier, a versé un acompte de $5000 pour lancer la procédure de tutelle. L'avocat a dit qu'elle leur avait dit que j'étais entièrement d'accord, et que vous aviez été diagnostiqué avec une démence précoce. Curtis, elle a utilisé notre compte joint. $5000 de notre argent pour faire déclarer ma propre mère mentalement incompétente. Sa voix n'était qu'un murmure. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Elle tremblait. Je suis désolé, mon cœur. Je sais à quel point tu l'aimes. Je pensais que je l'aimais, mais la femme que j'aime ne ferait pas ça. N'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, son téléphone a sonné. Le nom de Rebecca a clignoté sur l'écran. Ne réponds pas, ai-je dit rapidement. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, elle pense que son plan fonctionne parfaitement. Si tu réponds et qu'elle entend quelque chose dans ta voix, elle saura qu'on est au courant. On doit être malin. Curtis a fixé son téléphone jusqu'à ce qu'il cesse de sonner. Puis il m'a regardé avec une expression que je n'avais pas vue depuis qu'il était petit. Vulnérable, effrayé, ayant besoin que sa mère arrange tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, maman? Curtis est resté à mon appartement jusqu'à près de minuit, examinant chaque document, chaque preuve que j'avais rassemblée. Je nous ai préparé du café et j'ai regardé mon fils se débattre avec la réalité que la femme qu'il avait épousée n'était pas celle qu'elle prétendait être. Je n'arrête pas de penser qu'il doit y avoir une explication, a-t-il dit en tenant la brochure de Sunset Manor. Peut-être qu'elle croyait vraiment que tu avais besoin d'aide. Peut-être qu'elle essayait de te protéger. De quoi? D'avoir mon propre argent? De vivre dans ma propre maison? Il a posé la brochure et s'est frotté le visage avec les deux mains. Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. Curtis, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. D'accord. Rebecca t'a-t-elle déjà encouragé à prendre tes distances avec moi? De petites choses, peut-être. Suggérant que j'étais trop exigeante ou que je te freinais d'une manière ou d'une autre.
Il est resté silencieux pendant un long moment, fixant sa tasse de café. Elle a dit que tu semblais jalouse de notre relation, que tu avais du mal à t'adapter à ne plus être la femme la plus importante de ma vie. Et tu l'as cru. Ça avait du sens à l'époque. Tu as semblé contrarié quand on s'est fiancé. J'avais été contrarié, mais pas pour les raisons que Rebecca suggérait. J'avais été contrarié parce que je voyais Curtis changer, devenir quelqu'un que je ne reconnaissais pas, quelqu'un de plus dur, de moins généreux, moins comme le garçon compatissant que j'avais élevé. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre sur moi? Elle a dit que tu avais eu une vie difficile et que tu devenais peut-être amère, que c'était naturel pour les personnes âgées de devenir plus exigeantes, plus critiques. Il m'a regardé avec de la culpabilité inscrite sur son visage. Elle a fait en sorte que j'ai l'impression d'être un bon fils en te laissant de l'espace pour t'adapter. En me coupant de ta vie. Ce n'était pas censé te couper. C'était censé être des limites saines. Je pouvais voir la manipulation de Rebecca si clairement maintenant. Elle avait isolé Curtis de sa mère progressivement, systématiquement, utilisant la psychologie et son propre amour pour elle contre lui. Curtis, quand as-tu commencé à remarquer que je devenais soi-disant oublieuse? Il y a environ 6 mois. Rebecca a mentionné que quand elle t'appelait, tu semblais confuse, tu te répétais, tu posais les mêmes questions plusieurs fois. Rebecca ne m'a jamais appelé, pas une seule fois. Il m'a regardé. Ça ne peut pas être vrai. Elle m'a dit qu'elle t'appelle chaque semaine pour prendre de tes nouvelles. Vérifie mes relevés téléphoniques. Vérifie-les tout de suite. Curtis a sorti son téléphone et a appelé notre opérateur de téléphonie mobile. Après avoir été transféré 2 fois et avoir confirmé son identité en tant que mon contact d'urgence, il a pu accéder à mes journaux d'appel des 6 derniers mois. Il n'y a aucun appel du numéro de Rebecca, a-t-il dit lentement. Aucun. Parce qu'elle n'a jamais appelé. Elle t'a menti sur chaque interaction qu'elle prétendait avoir eue avec moi. Nous sommes restés assis en silence quelques minutes pendant que Curtis digérait cela. Je pouvais le voir rejouer des conversations, réexaminer des souvenirs à travers cette nouvelle lentille. La nuit où on a dîné samedi dernier, a-t-il finalement dit. Tu es parti parce que tu te sentais malade. Je suis parti parce que votre femme de ménage m'a glissé un mot d'avertissement me disant de ne pas boire le vin et de partir immédiatement. Le visage de Curtis est devenu blanc. Quel genre d'avertissement? Le genre qui suggérait que toi et Rebecca aviez mis quelque chose dans mon verre, quelque chose pour me rendre confuse et assez docile pour signer des documents juridiques. Bon sang. Il s'est levé et a commencé à faire les 100 pas dans mon petit salon. Quel genre de personne ai-je épousé? Le genre qui a déjà fait ça avant. Curtis, je dois te parler de la grand-mère de Rebecca. Je lui ai expliqué tout ce que j'avais appris sur Patricia Whitmore, les circonstances suspectes de son placement en maison de retraite, la vente de sa maison en dessous du marché, le schéma qui se répétait maintenant avec moi. On doit reparler à Maria, a dit Curtis quand j'ai eu fini. On doit savoir exactement ce que Rebecca prépare. C'est dangereux pour Maria. Si Rebecca découvre qu'elle nous aide, alors on doit être prudent. Mais maman, si Rebecca a déjà fait ça avant, si elle est une sorte de... Il n'a pas pu finir sa phrase. Prédatrice en série. Oui. Alors Maria a peut-être des preuves dont nous avons besoin et il pourrait y avoir d'autres victimes. Le lendemain matin, Curtis s'est porté malade et nous sommes allés ensemble à sa maison. La voiture de Rebecca était partie. Elle était partie pour son prétendu cours de yoga à 8h30 précise, comme toujours. Maria a répondu à la porte dans son uniforme, prête pour sa routine de nettoyage du mardi. Quand elle a vu Curtis avec moi, son visage s'est rempli d'alarme. Monsieur Curtis, Madame Henderson, vous ne devriez pas être ici ensemble. Si Madame Rebecca découvre. Maria, a dit doucement Curtis, je suis au courant des documents, de la maison de retraite, de tout. Elle l'a fixé un long moment, puis a éclaté en sanglots. Je suis tellement désolé, Monsieur Curtis. J'ai essayé de protéger votre mère, mais j'avais peur de vous le dire parce que Madame Rebecca, elle a dit que vous étiez d'accord avec le plan. Je n'ai jamais été d'accord avec quoi que ce soit. Rebecca m'a dit que maman devenait oublieuse, mais elle n'a jamais mentionné de maison de retraite ou de documents juridiques. Maria s'est essuyé les yeux et nous a laissé entrer. Il y a plus que vous devez savoir sur le passé de Madame Rebecca, sur d'autres personnes qu'elle a blessées. Elle nous a conduits à la cuisine et a sorti un petit carnet de son sac à main. Je prends des notes sur les choses que je vois,
les choses que j'entends. Mon professeur d'anglais m'a dit de toujours noter les choses importantes. Elle a ouvert le carnet et nous a montré des pages d'une écriture soignée, des dates, des heures, des conversations, des observations, un journal détaillé des activités et du comportement de Rebecca. Madame Rebecca, elle pense que je ne suis qu'une femme de ménage qui ne comprend pas. Mais je comprends tout et je vois un schéma. Elle a tourné à une page datée de 3 mois. Madame Rebecca passe des appels à des maisons de retraite, pas seulement Sunset Manor, 5 endroits différents. Elle a posé des questions sur les coûts, sur la façon de faire admettre quelqu'un rapidement. Elle faisait le tour du marché, ai-je dit. Oui, et elle appelle aussi des cabinets d'avocats. 3 avocats différents avant de trouver celui qui l'aidera pour la tutelle sans poser trop de questions. Curtis s'est affaissé sur une chaise de cuisine. Depuis combien de temps prépare-t-elle ça? Maria a retourné les pages de son carnet. Première note sur l'argent de votre mère il y a 4 mois. Madame Rebecca trouve des papiers dans votre bureau, des documents d'assurance, des relevés bancaires. Elle prend des photos avec son téléphone. Elle photographie les informations financières de ma mère. Oui. Et elle fait des recherches sur les maisons de votre quartier, regarde les prix de vente, parle à un agent immobilier de vente rapide. J'ai eu la nausée. Rebecca avait catalogué mes biens comme un prédateur étudiant sa proie. Maria, ai-je dit prudemment. Vous avez mentionné d'autres personnes que Rebecca a blessées en plus de sa grand-mère. Maria a hoché la tête sombrement et a tourné à une autre section de son carnet. Avant d'épouser Monsieur Curtis, Madame Rebecca travaillait comme aide à domicile, mais elle s'est fait virer. Pourquoi? La famille l'a accusée d'avoir volé des bijoux, d'avoir convaincu un vieil homme de changer son testament. Rien n'a été prouvé au tribunal, mais elle a perdu son emploi. Elle a dû quitter la ville. Les mains de Curtis se sont serrées en poing. Où était-ce? Phoenix, Arizona. Il y a 3 ans. L'homme s'appelait Monsieur Harold Chen. Il est mort 6 mois après le départ de Madame Rebecca. La famille était très méfiante mais il était trop tard pour prouver quoi que ce soit. Y en a-t-il d'autres? Je pense que oui. Madame Rebecca, elle fait très attention à ne pas laisser de traces. Mais parfois, elle passe des appels, parle de ses anciens clients. Elle pense que je n'écoute pas, mais j'entends tout. Maria nous a montré d'autres entrées dans son carnet. Des fragments de conversations téléphoniques, des noms, des lieux. Rebecca avait déménagé de ville en ville, de victime en victime, perfectionnant ses méthodes. Monsieur Curtis, a dit doucement Maria. Madame Rebecca, elle ne vous aime pas. Elle aime l'argent de votre mère. C'est pourquoi elle a épousé une famille avec un parent plus âgé qui vit seul. Curtis avait l'air d'être sur le point de vomir. Elle a ciblé notre famille spécifiquement. Je pense que oui. Elle a posé beaucoup de questions sur votre mère avant le mariage, sur son âge, sa santé, ses finances. Je pense qu'elle avait déjà un plan quand elle vous a rencontré. La porte d'entrée a claqué. Nous nous sommes tous figés. Maria, es-tu là? A appelé la voix de Rebecca depuis le hall. J'ai oublié ma bouteille d'eau. Curtis et moi étions piégés dans la cuisine sans nulle part où nous cacher. Maria a fait un geste frénétique vers le garde-manger, mais il était trop tard. Rebecca est apparue sur le seuil de la cuisine et s'est arrêtée net en nous voyant. Un instant, personne n'a bougé. Le masque parfait de Rebecca a glissé juste assez pour que je voie l'esprit calculateur derrière, évaluant la situation, cherchant le meilleur moyen de reprendre le contrôle. Puis elle a souri, son magnifique sourire étudié. Curtis, quelle merveilleuse surprise. Et Joanne, tu as l'air bien mieux que samedi soir. Mais je pouvais le voir dans ses yeux maintenant, l'intelligence froide, l'absence totale d'émotion sincère. Elle n'était pas surprise de nous trouver ici. Elle était furieuse que ses plans soigneusement élaborés aient été exposés, et cela la rendait plus dangereuse que jamais. Rebecca se tenait sur le seuil de la cuisine, ses vêtements de yoga impeccables, son sourire parfaitement calibré. Mais je pouvais voir le calcul derrière ses yeux. Elle évaluait la situation, cherchant le meilleur moyen de reprendre le contrôle. « Quelle surprise de vous trouver tous ici », dit-elle, sa voix douce comme du miel. « Curtis, chérie, pourquoi n'es-tu pas au travail ?»« Je devais parler à Maria de quelque chose, » dit prudemment Curtis. Sa voix était stable, mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement. « Bien sûr. »« Et Joanne, quel plaisir de te revoir si tôt. »
Tu te sens mieux, j'espère? J'ai croisé son regard directement. Beaucoup mieux, merci. Maria était devenue complètement immobile, serrant son carnet contre sa poitrine. Rebecca l'a immédiatement remarqué. Maria, qu'as-tu là? Juste mon carnet d'horaire, Madame Rebecca. Puis-je le voir? Je ne pense pas que ce soit nécessaire, dit Curtis en se plaçant légèrement devant Maria. Le sourire de Rebecca vacilla un instant. Curtis, chérie, j'étais juste amical. Maria, pourquoi ne commences-tu pas par les salles de bain à l'étage? On se rattrapera plus tard. En fait, ai-je dit, Maria nous racontait justement des histoires intéressantes sur tes anciens employeurs. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Le sourire de Rebecca est resté figé, mais quelque chose de prédateur a brillé dans ses yeux. Oh, quel genre d'histoire? Des histoires de clients âgés qui ont connu des déclins soudains de leur capacité mentale. Des clients qui avaient besoin d'aide pour gérer leurs affaires. Rebecca a ri, mais il n'y avait aucune chaleur là-dedans. Johan, tu as l'air presque paranoïaque. Curtis, chérie, peut-être devrions-nous discuter de faire évaluer ta mère par un professionnel. Ce genre d'illusion peut être très sérieux. Comme l'évaluation que tu m'as fixée pour demain à Sunset Manor, ai-je demandé. Le masque a glissé. Pendant une seconde, le visage de Rebecca est devenu vide de choc avant qu'elle ne se reprenne. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Curtis a sorti son téléphone. Dois-je appeler Sunset Manor tout de suite et poser des questions sur le rendez-vous que Rebecca Henderson a fixé pour l'évaluation d'admission de ma mère? Curtis, je pense que tu es manipulé. Ta mère connaît clairement une sorte d'épisode mental. Alors explique ça, dit Curtis en sortant les documents de procuration. Explique pourquoi ma femme a payé un avocat $5000 pour faire déclarer ma mère mentalement incompétente sans me le dire. Rebecca a fixé les documents un long moment. Quand elle a relevé les yeux, son expression avait complètement changé. La belle-fille douce et inquiète avait disparu. Ce qui restait était froid, calculateur et dangereux. Tu ne comprends pas, dit-elle doucement. Ta mère vieillit, Curtis. Elle aura besoin de soins tôt ou tard. J'essayais de planifier à l'avance pour protéger tout le monde. Protéger tout le monde ou protéger ton accès à son argent? C'est ridicule. La voix de Rebecca montait. L'argent de Johan. On a largement assez d'une autre. Vraiment? A demandé Curtis. Parce que selon nos relevés bancaires, tu as dépensé assez librement ces derniers temps. Les cours de yoga, les soins au spa, les virées shopping. D'où vient exactement cet argent? J'ai regardé le visage de Rebecca alors qu'elle réalisait que Curtis avait vérifié ses finances. Son masque se fissurait davantage à chaque question. J'ai travaillé, a-t-elle dit sur la défensive. En tant que quoi? Tu n'as pas eu de travail depuis notre mariage. Je fais du conseil, des clients privés. Quel genre de conseil? Les yeux de Rebecca allaient et venaient entre Curtis et moi, cherchant une issue. Conseil en soins personnels, aider les familles à faire face à des parents vieillissants, comme Harold Chen à Phoenix, ai-je demandé. Rebecca est devenue complètement immobile. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le vieil homme pour qui tu as travaillé comme aide à domicile. Celui dont la famille t'a accusé de vol et de manipulation avant que tu ne quittes la ville. C'est un mensonge. Maria a pris la parole pour la première fois depuis l'arrivée de Rebecca. Non, Madame Rebecca, ce n'est pas un mensonge. Je vous ai entendu au téléphone avec un avocat à Phoenix. Vous avez parlé de Monsieur Chen, de la façon dont sa famille ne pouvait rien prouver. Rebecca s'est retournée pour faire face à Maria. Son sang-froid avait complètement disparu maintenant. Tu as espionné mes conversations privées? Je nettoie la maison. J'entends beaucoup de choses. Comme quand vous appelez des maisons de retraite au sujet de Madame Henderson. Comme quand vous parlez à un agent immobilier de la vente rapide de sa maison. Curtis, a dit Rebecca, sa voix prenant un ton suppliant. Tu ne peux pas les croire. Ils conspirent contre moi. Mais Curtis fixait sa femme comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Est-ce vrai à propos de Harold Chen? J'ai travaillé pour un vieil homme à Phoenix. Sa famille était abusive et négligente. J'ai essayé de l'aider et ils se sont retournés contre moi quand il est mort. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit doucement. J'ai appelé la police de Phoenix hier.
Ils se souviennent de l'affaire. Ils ont dit que Harold Chen avait changé son testament 3 semaines avant de mourir, laissant tout à Rebecca Whitmore au lieu de ses enfants. La famille soupçonnait que tu l'avais drogué et contraint à signer le Nouveau Testament. Le visage de Rebecca était devenu blanc. Ils n'ont rien pu prouver parce qu'il n'y avait rien à prouver. Parce que tu es très doué dans ce que tu fais, a dit lentement Curtis. Et ce que tu fais, c'est de t'en prendre aux personnes âgées. Je ne suis pas une prédatrice, a sèchement répondu Rebecca. J'aide les gens. Je fournis des soins et de la compagnie à des personnes âgées seules qui ont été abandonnées par leur famille. Et en retour, elles te laissent leur argent, ai-je dit. Parfois, les clients reconnaissants veulent montrer leur appréciation. Ce n'est pas un crime. Et ta grand-mère, a demandé Curtis. Patricia Whitmore. Était-elle reconnaissante quand tu l'as fait interner dans une maison de retraite et vendu sa maison? Le sang-froid de Rebecca s'est complètement brisé. Ma grand-mère perdait la tête. Elle devenait dangereuse pour elle-même. Je l'ai sauvée de se blesser ou de blesser quelqu'un d'autre. En lui volant 800 000 $. Je n'ai rien volé. Cet argent devait m'appartenir de toute façon. Elle me l'avait promis quand j'étais enfant. Alors, tu as juste décidé de le prendre un peu plus tôt? Ai-je demandé. Rebecca respirait fort maintenant, sa façade parfaite complètement disparue. Tu ne comprends pas ce que c'est de regarder quelqu'un que tu aimes se détériorer. De le voir devenir une coquille vide. J'ai été miséricordieuse. Je leur ai apporté du réconfort dans leurs dernières années. Et leur argent sur ton compte en banque, a dit Curtis. Je leur ai fourni des soins. J'étais la seule qui se souciait d'eux. C'est ce que tu allais faire pour moi, ai-je demandé. Me fournir des soins à Sunset Manor pendant que tu dépensais l'argent de mon assurance vie. Les yeux de Rebecca ont brillé de quelque chose de laid. Tu devrais être reconnaissante que quelqu'un soit prêt à prendre soin de toi. Curtis a sa propre vie à vivre. Il n'a pas besoin d'être accablé par une mère vieillissante exigeante qui refuse d'accepter de l'aide. Je n'ai jamais refusé d'aide. Tu n'as jamais offert d'aide. Tu as offert du vol. J'ai offert une solution à un problème inévitable. Curtis avait discrètement enregistré la conversation sur son téléphone. Maintenant, il l'a brandi pour que Rebecca puisse le voir. Répète ça, a-t-il dit doucement. Répète ça pour l'enregistrement. Rebecca a fixé le téléphone, comprenant enfin qu'elle avait été prise. Un long moment, personne n'a parlé. Puis elle s'est jetée sur le téléphone. Curtis a été plus rapide. Il a reculé, gardant l'appareil hors de sa portée. C'est trop tard, Rebecca. Tout est enregistré. Rebecca s'est tenue au milieu de la cuisine, respirant fort, son monde soigneusement construit s'effondrant autour d'elle. Quand elle a regardé Curtis, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Tu n'as aucune idée de qui tu as affaire, a-t-elle dit doucement. Tu penses que c'est fini, mais ce n'est pas le cas. Je prépare ça depuis des mois. Je sais des choses sur ta mère que tu ne sais pas. Des choses qui te feront regretter de m'avoir jamais croisé. Quel genre de choses, a demandé Curtis. Rebecca a souri, mais ce n'était rien de ses sourires précédents. Celui-ci était plein de malice. Ta mère n'est pas la victime douce et innocente qu'elle prétend être. Demande-lui à propos de l'argent que ton père a laissé. Demande-lui pourquoi elle ne t'a jamais dit combien il y avait vraiment. J'ai senti mon estomac se nouer. Curtis m'a regardé avec confusion. De quoi parle-t-elle, maman? Le sourire de Rebecca s'est élargi. Oh, elle ne t'a jamais dit. Ton père a laissé plus de 300 000 $ en assurance vie. Beaucoup plus. Dis-lui, Johan. Dis à ton fils ce que tu lui as caché. Curtis m'a regardé, attendant une explication que je ne voulais pas donner. Parce que Rebecca avait raison sur une chose. Il y avait eu plus d'argent que je ne lui avais dit, mais pas pour les raisons qu'elle pensait. Le silence dans la cuisine s'est étiré comme un fil tendu. Curtis me fixait avec un mélange de confusion et de douleur, tandis que Rebecca se tenait là avec ce sourire triomphant, croyant qu'elle avait trouvé l'arme pour détruire notre relation une fois pour toutes. Maman. La voix de Curtis n'était qu'un murmure. De quoi parle-t-elle? J'ai pris une grande inspiration. Après 2 ans à protéger ce secret, il était temps de dire la vérité. La police d'assurance vie de ton père était de 800 000 $. Pas 300 000 $. Le visage de Curtis est devenu blanc.
8 cents? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que 500 000 $ ont été consacrés à quelque chose que tu ne savais pas. Le sourire de Rebecca a légèrement vacillé. Cela ne se passait pas comme elle l'avait prévu. Curtis, quand ton père est mort, il a laissé des dettes. Des dettes de jeu. De grosses dettes. Le genre de dettes qui ne disparaissent pas simplement quand quelqu'un meurt. Curtis s'est affaissé sur une chaise de cuisine. Papa jouait? Pendant des années. J'ai essayé de l'aider à arrêter, de le faire suivre un traitement, mais il ne pouvait pas arrêter. Quand il est mort, des gens très dangereux sont venus me réclamer un paiement. Ils ont dit que la dette se transférait à sa famille. Combien? A demandé doucement Curtis. 480 000 $. Le chiffre est resté en suspens dans l'air comme un poids physique. L'expression de Rebecca était passée du triomphe à la confusion. J'ai utilisé la plupart de l'argent de l'assurance pour les rembourser, ai-je poursuivi. Pour te protéger. Pour m'assurer qu'ils ne viendraient jamais te chercher de l'argent que ton père leur devait. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu avais 29 ans, que tu commençais juste ta carrière. Parce que je ne voulais pas que tu saches que ton père, l'homme que tu vénérais, était un joueur dépendant qui a laissé sa famille en danger. Parce que je voulais protéger le souvenir que tu avais de lui. Curtis a mis sa tête dans ses mains. Toutes ces années, j'ai pensé que tu étais juste. J'ai pensé que tu avais des difficultés parce que tu étais mauvaise avec l'argent. Je t'ai laissé le penser. C'était plus facile que de te dire la vérité. Rebecca nous regardait tous les deux comme si nous parlions une langue étrangère. Cette révélation avait complètement fait dérailler sa tentative de nous monter l'un contre l'autre. Alors, les 300 000 $ que tu as dit avoir, a dit lentement Curtis. C'est ce qui restait après que tu aies payé les dettes de papa. C'est ce qui restait après que j'ai payé les dettes. Après que j'ai payé les funérailles de ton père, après que j'ai acheté cet appartement et mis de l'argent de côté pour les urgences. La vérité, Curtis, c'est que je vis de la sécurité sociale et de la petite pension de mes emplois de nettoyage. L'héritage que Rebecca était si impatiente de mettre la main dessus n'a jamais été si important. Le visage de Rebecca était rouge de colère. Vous mentez. Il doit y en avoir plus. La maison que votre père a laissée, les investissements, ont été hypothéqués et liquidés pour payer des dettes de jeu, ai-je dit calmement. Il n'y avait pas de maison, Rebecca. Pas de fortune secrète, juste une femme essayant de protéger son fils de la vérité sur la dépendance de son père. Curtis m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Maman, je suis tellement désolé. Tout ce temps, j'ai pensé que tu étais irresponsable avec l'argent et en fait, tu me protégeais. C'est ce que font les mères, ai-je simplement dit. Rebecca respirait fort, ses plans soigneusement élaborés s'effondrant autour d'elle. Ça ne change rien. Tu es toujours vieille. Tu auras toujours besoin de soins tôt ou tard, et Curtis doit toujours s'y préparer. Curtis peut se préparer à ce qu'il juge approprié, ai-je dit. Mais ce sera son choix, pas le tien. Et ça n'impliquera certainement pas de me droguer et de voler le peu qu'il me reste. Maria, qui était restée silencieuse pendant cet échange, a soudainement pris la parole. Madame Rebecca, la police est là. Nous nous sommes tous tournés pour regarder par la fenêtre de la cuisine. 2 voitures de patrouille entraient dans l'allée. Curtis m'a regardé avec confusion. Maman, as-tu appelé la police? Je l'ai fait, a dit doucement Maria. Quand Madame Rebecca est allée au yoga ce matin, je les ai appelés. Je leur ai donné mon carnet. Je leur ai parlé de Madame Patricia, des plans pour Madame Henderson. Le visage de Rebecca est devenu blanc comme un linge. Vous ne pouvez rien prouver. Ce ne sont que des oui-dire et des spéculations. En fait, a dit Curtis en brandissant son téléphone, j'ai un enregistrement de toi admettant que tu prévoyais de faire interner ma mère et de lui voler son argent. Je pense que c'est probablement suffisant. La sonnette a retenti. Rebecca a regardé autour de la cuisine comme un animal piégé, mais il n'y avait nulle part où aller. Curtis, a-t-elle dit, sa voix prenant à nouveau ce ton suppliant. Tu m'aimes. Nous sommes mariés. Tu ne peux pas les laisser m'arrêter. Curtis a regardé sa femme. Vraiment regardé. Et j'ai vu le moment exact où tout l'amour qu'il avait ressenti pour elle est finalement mort. La femme que j'aimais n'a jamais existé, n'est-ce pas? Elle n'était qu'un personnage que tu as créé pour t'approcher de ma famille. Rebecca n'a pas répondu.
Elle n'en avait pas besoin. La vérité était écrite sur tout son visage. La police est entrée et a emmené Rebecca. Elle est partie tranquillement. Ses instincts d'avocate lui disant probablement que tout ce qu'elle dirait ne ferait qu'aggraver les choses. Curtis leur a donné son enregistrement et Maria a remis son carnet avec des mois de preuves documentées. Après leur départ, nous nous sommes assis tous les trois dans la cuisine immaculée de Rebecca, entourés des vestiges de sa vie soigneusement construite. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» a demandé Curtis. « Maintenant, tu décides qui tu veux être, ai-je dit. Tu peux être l'homme que Rebecca a essayé de faire de toi, ou tu peux être l'homme que je t'ai élevé pour être. » Curtis est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a regardé Maria. « Maria, je sais que Rebecca ne te payait pas ce que tu vaux. Je sais aussi que tu as tout risqué pour protéger ma mère. Si tu es prête à rester pendant que je décide quoi faire de cette maison, j'aimerais t'augmenter, une augmentation substantielle. » Les yeux de Maria se sont remplis de larmes. « Vous êtes un homme bon, monsieur Curtis. Comme votre mère le dit toujours. » Curtis s'est tourné vers moi. « Maman, je veux que tu emménages ici, au moins temporairement. Cette maison est trop grande pour une seule personne, et je pense qu'on a du temps perdu à rattraper. Curtis, tu n'as pas besoin de t'occuper de moi. Je suis parfaitement capable de vivre de manière indépendante. Je sais que tu le es. Ce n'est pas pour ça que je demande. Je demande parce que ma mère me manque. La relation que Rebecca m'a convaincu de jeter me manque. Et je pense qu'on mérite tous les deux une chance de reconstruire ce qui nous a été enlevé. J'ai regardé la maison froide et parfaite de Rebecca, et j'ai essayé de l'imaginer remplie de chaleur et de rire au lieu de manipulation et de mensonges. Est-ce que ce serait bien si j'apportais quelques photos, certaines de tes affaires de bébé que j'ai gardées? Curtis a souri pour la première fois depuis ce qui a semblé être des années. J'espérais que tu le ferais. 6 mois plus tard, Curtis et moi étions assis sur ce qui était autrefois le canapé blanc parfait de Rebecca, maintenant rendu confortable avec des coussins colorés et des couvertures douces. Maria était devenue plus qu'une femme de ménage. Elle était maintenant de la famille, cuisinant des repas qui remplissaient la maison d'odeurs merveilleuses et traitant Curtis comme le fils qu'elle n'avait jamais eu. Rebecca avait plaidé coupable de fraude et d'abus envers les personnes âgées dans 3 États différents. Elle a été condamnée à 12 ans de prison, et les familles des victimes récupéraient lentement une partie de leurs biens volés. Curtis avait vendu la maison de Millfield Estate et avait acheté un endroit plus petit et plus chaleureux plus près du centre-ville. Nous avions transformé l'une des chambres en chambre d'amis pour la fille de Maria lorsqu'elle venait du Salvador. « Maman, » a dit Curtis en posant sa tasse de café. « J'ai quelque chose à te dire. » « Qu'est-ce que c'est, mon cœur ? » ?»« Je vois quelqu'un. Elle s'appelle Sarah et elle est enseignante à l'école primaire du centre-ville. Elle n'a rien à voir avec Rebecca. »« Comment est-elle ? » ?»« Elle est gentille. Vraiment gentille. Elle fait du bénévolat au refuge pour animaux le week-end et elle apporte des courses à ses voisins âgés. Elle savait que j'étais marié avant. Et quand je lui ai raconté tout ce qui s'est passé avec Rebecca, sais-tu ce qu'elle a dit ? Quoi ? Elle a dit qu'elle était fière de moi pour avoir protégé ma mère, même si cela signifiait abandonner mon mariage. Elle a dit que cela lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur le genre d'homme que je suis. J'ai souri, sentant une chaleur dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le café. Elle a l'air merveilleuse. Elle veut te rencontrer si ça te va. J'adorerais la rencontrer. Et maman. Elle est au courant de papa, du jeu, de ce que tu as sacrifié pour me protéger. Elle pense que tu es incroyable. J'ai tendu la main et j'ai pris celle de mon fils. Tu es devenu un homme bon, Curtis. Malgré tout, malgré les problèmes de ton père, malgré mes erreurs, malgré la manipulation de Rebecca, tu es exactement l'homme que j'espérais que tu serais. J'ai appris des meilleurs, a-t-il dit en me serrant la main. Ce soir-là, alors que je me préparais pour le lit dans ma chambre confortable de notre maison confortable, j'ai pensé à la femme que j'étais il y a 6 mois, la veuve solitaire, isolée de son fils, luttant pour joindre les 2 bouts, ignorant qu'elle était traquée par un prédateur. Cette femme n'aurait jamais pu imaginer cette vie, cette chaleur, cette sécurité, ce sentiment d'appartenance. Elle n'aurait jamais pu imaginer que son plus grand cauchemar se transformerait en sa plus grande bénédiction. Parfois, les pires trahisons nous mènent aux vérités les plus importantes. Parfois, perdre tout ce que l'on pensait vouloir nous aide à trouver tout ce dont nous avons réellement besoin. J'avais retrouvé mon fils. J'avais Maria,
qui était devenue la fille que je n'avais jamais eue. Et bientôt, je rencontrerai Sarah, qui pourrait devenir la belle-fille que j'avais toujours espérée. Rebecca avait essayé de voler mon avenir, mais à la fin, elle m'avait donné quelque chose de bien plus précieux. La chance de reconstruire ma relation avec Curtis sur une base d'honnêteté au lieu de secret. Je me suis endormi cette nuit-là dans une maison pleine d'amour, entouré de la famille que j'avais choisie et de la famille qui m'avait choisi en retour. C'était plus que suffisant. C'était tout. Maintenant, je suis curieuse de vous qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous.